Donc, je m'appelle Michèle Veilleux, je suis sexologue et doctorante en santé publique, membre du CA du RSSP. Ah ben oui. Ah oui, là, il est cassé de ce côté-là. Je peux changer, oui. C'est une très bonne idée, merci. Excellent. Et du coup, je vais passer le micro à Morgane pour qu'elle puisse se présenter un peu plus. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Morgane Le Bastard, je suis sexologue et conseillère conjugale et familiale. Je vais également modérer cette table ronde, cette première table ronde de l'après-midi, qui s'intitule « Multiplicité des érotismes, quand le désir s'émancipe du conforme ». Je vais commencer avec un petit mot d'introduction et ensuite on pourra commencer. Nous parlons souvent de l'érotisme au singulier, comme s'il n'y avait qu'un seul érotisme possible, comme s'il était universel. Alors comment découvrir et explorer la multiformité des érotismes dans un contexte social où prime souvent l'uniformité ? Les érotismes vivent et se structurent à travers l'intime et l'interpersonnel, mais aussi à travers le monde social et les échanges. Tout comme les sexualités, ils se construisent et relèvent de l'apprentissage. Pour en célébrer ces pluralités, nous vous proposons de réfléchir ensemble à ce qui les alimente pour développer un regard plus apaisé sur ceux-ci. Les érotismes s'expriment à travers des pratiques, parfois transgressives, à travers l'idée de corporalité, de désir ou même d'identité au pluriel, mais aussi à travers des espaces et des représentations artistiques et culturelles. C'est cette richesse que nous allons explorer aujourd'hui, afin de dépasser la simple entreprise de définition de l'érotisme et d'en analyser ses diversités, ses constructions, ses enjeux sociaux et politiques, ses représentations, mais aussi ses processus de mise en œuvre. Et cela à travers divers points de vue et perspectives. Merci Morgane. Alors j'ai le plaisir de présenter nos trois intervenantes de l'après-midi. Et bien évidemment, s'il y a des choses que vous souhaitez compléter après ces introductions, sentez-vous tout à fait libre de le faire. Donc à ma droite directement, nous avons Denise Médico, psychologue et sexologue, professeure de sexologie, co-directrice de la collection Sexualité et Sexologie, ainsi que du Centre 3 qui a ouvert cet automne, à Lausanne, un centre de psychothérapie, de sexothérapie et de formation. Vos travaux portent sur les questions de genre, subjectivité, corps et érotisme. Parmi vos ouvrages, on retrouve Repenser le genre, une clinique avec les personnes trans, publiée en 2016, et La sexologie clinique, une pratique psychothérapeutique inclusive et intégrative, publiée en 2021, qui interroge notamment la pluralité des érotismes dans un cadre féminisme situé et relationnel. Pour le moment, ça va ? Super. Génial. Après, à la droite de Denise Médico, nous avons Didier Roth-Bettoni. J'ai bien prononcé votre nom ? Tout à fait. Parfait. J'aime bien vérifier. Donc, vous êtes journaliste et historien du cinéma, spécialiste des représentations LGBTQIA+, et des multiples formes du désir à l'écran. Vous êtes auteur de l'homosexualité au cinéma et des années SIDA à l'écran. Votre travail explore depuis des années la manière dont le cinéma raconte, réinvente et parfois politise les érotismes et les identités queer. Pour le moment, est-ce que c'est bon pour vous, s'il vous plaît ? Pardon, Allez-y. Je rajouterai juste une toute petite casquette, S'il vous plaît. qui est que depuis un an, j'ai créé, avec Anne Hautecoeur, la directrice des éditions La Musardine, une collection de littérature érotique LGBTQI, qui s'appelle Prisme, et dans laquelle on a publié déjà 4 romans, et d'autres sont à venir. Donc voilà, je pense que ça rentre un peu dans le cadre aussi Tout à fait. de cette journée. Merci pour la précision. Et si vous n'avez pas eu le temps de voir, on a un stand de La Musardine qui se retrouve à la salle à l'arrière. Donc n'hésitez pas à y passer si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Et finalement, nous avons notre troisième intervenant, tout à fait à droite, Gabrielle Sehenali. Donc, vous êtes photographe et artiste visuel érotique. Votre travail explore les représentations du corps et de l'intime. Praticienne BDSM, vous êtes également fondatrice de Vous Monsieur, boutique érotique et littéraire, et cofondatrice des King Studies, aux côtés d'Axel de Sade. Vous intervenez aujourd'hui dans le champ de l'accompagnement et de l'éducation aux sexualités créatives adultes, créant des espaces d'accompagnement permettant d'explorer, de comprendre et de pratiquer de façon diverse les relations et les désirs. Pour le moment, c'est bon aussi ? Génial. Donc, je vais commencer avec une question d'ouverture.
C'est parfois un peu dur parce que c'est les questions brise-glace et puis voilà, il faut se lancer. Mais j'aimerais bien que vous nous parliez un peu d'au moins une façon dont vous travaillez les questions d'érotisme dans votre pratique. J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais si vous pouviez nous parler d'une façon dont cette question se pose dans votre travail au quotidien. Et la première personne qui se sent peut prendre le micro. Ce n'est pas une question facile. Déjà, quand tu dis votre pratique, j'étais là, laquelle peut-être je vais aller au plus simple. Je parlais en tant que clinicienne. En tant que clinicienne, moi j'avais été formée à l'époque en sexoanalyse, qui est une pratique qui travaille beaucoup sur les fantasmes. Mais la question dans la pratique clinique courante, c'est un peu comment tu vas aborder cette question de l'érotisme face à des personnes pour qui parler, c'est compliqué. Et surtout, on l'a vu juste avant avec la question du désir, le désir qui est dans juste l'acceptation de sa présence, l'acceptation de ses formes peut être très très compliqué. Amener au discours, c'est une manière. Donc, en fait, je me suis rendu compte que ça serait beaucoup plus facile en fait d'étudier quelles étaient les dimensions de l'érotisme. Et ce qu'on a fait, parce que je donnais un cours à l'UQAM qui était un cours qui a fini par s'appeler diversité érotique. Au début, il s'appelait troubles de l'identité de genre et paraphilie. On a fait un petit changement épistémologique nécessaire. Et on a étudié un petit peu, je pense que là mes collègues sont plus experts que moi, mais on a étudié un peu toutes les représentations de l'érotisme qu'on pouvait trouver sur le net pour essayer d'étudier. En fait, ça parlait de quoi, tous ces érotismes différents ? Et puis pour essayer de modéliser des dimensions qui sont évoquées, afin de parler de ces dimensions sans parler directement du fantasme. Ce qui est une manière d'aborder la question beaucoup plus efficace, parce qu'au fond, on l'a vu aussi avant, il y a une fonction de l'érotisme, ça parle de nous. Mais si on te dit que la dimension du pouvoir, elle est importante dans ton érotisme, c'est beaucoup plus facile que de raconter ton fantasme. En fait, on dit exactement la même chose. Je passe la parole à mes voisins, mais je veux les entendre. Je prends celui-là. Le fil est plus long. Pardon. C'est vraiment une question compliquée parce que, en fait, moi j'ai l'impression, par ma position qui est celle plus d'un observateur finalement, que d'un praticien, comme peuvent l'être les deux personnes qui sont avec moi sur cette tribune. Ma fonction d'observateur, à la fois de spectateur et d'analyste de film, et aujourd'hui, un petit peu, je débute encore d'éditeur sur ces questions-là. C'est une façon d'aborder la question de l'érotisme, sans doute plus détachée, même si c'est pas totalement absent de ma vie, mais sans doute plus détachée que d'autres. Et c'est une façon, enfin moi j'ai cette volonté d'essayer d'explorer le prisme, c'est le titre de la collection et je pense que c'est pas pour rien, le prisme le plus large possible de ce que peut être l'érotisme, de ce que peuvent être les érotismes, parce que je sais qu'il y a une question plus tard sur le singulier et le pluriel accolé à ce mot, et je pense qu'effectivement le pluriel est vraiment très important là-dessus, et de me dire que finalement la question de l'érotisme ou des érotismes, elle traverse un champ extrêmement large qui va des téléfilms un peu sexy à des films hardcore. Et que tout ce champ-là doit être couvert, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire à la fois dans ma pratique de journaliste, de critique de cinéma, d'historien du cinéma ou d'éditeur, d'essayer que tous les potentiels des érotismes puissent trouver leur place et puissent s'exprimer et puissent être représentés. Voilà. Je pense que c'est un peu ça, c'est cette volonté un petit peu, je veux dire globalisante, mais en tout cas un peu large qui est la mienne. Alors du coup, pour moi, c'est un petit peu différent parce que je ne suis pas praticienne. Et on est confronté à des gens tous les jours qui viennent chercher de l'érotisme. Donc nous, on a juste une fonction de devoir leur faire verbaliser ou imaginer quel est leur érotisme et quel est leur champ des possibles. Parce qu'il est vaste et qu'on ne se connaît pas et que parfois ils viennent avec des choses qu'il va falloir déconstruire.
Et du coup, nous, on est plus dans la communication et on est là pour faire office de levier pour qu'ils arrivent, ils et elles, arrivent à définir leur terrain d'exploration érotique. Donc c'est encore un petit peu différent. Voilà, donc on peut se servir effectivement de performances, de photographies, de cours, et parfois on enlève toute notion érotique de certains cours théoriques, par exemple, pour faire en sorte qu'ils et elles y reviennent d'eux-mêmes, parce qu'il va y avoir un mot, une sensation, une vibration qui va créer quelque chose chez eux. Et là, on comprend que c'est leur brèche et que ça va être ça qu'il va falloir explorer. Voilà. Merci beaucoup pour vos retours à cette première question qui ont été très riches. Et l'ordre, en fait, il est assez intéressant parce que je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit, Gabrielle, avec une première question pour Denise. Si on voit en clinique, en fait, des personnes qui sont en processus de découverte d'un nouvel érotisme, quelque chose qui les excite, qui les intrigue, comment, en tant que sexologue clinicien, on peut accompagner sur la reconnaissance, l'affirmation et la valorisation du vécu érotique pour des gens qui sont peut-être en début d'exploration, de parcours. Donc des gens peut-être que vous rencontrez vous plus régulièrement aussi. Je pense qu'il y a un double mouvement là, dans ce dont on parle. Et, la première partie du mouvement, c'est la personne clinicienne et son autoréflexivité et son bagage théorique. La deuxième, c'est comment on travaille avec les personnes. Et les deux ne sont pas séparés. Les deux ne sont pas séparés parce que ce qui se dit dans l'univers médico-scientifique a une influence aussi sur comment les gens se pensent. Et comment on a pensé l'érotisme dans le champ de la sexologie et de la médecine sexuelle, ça a quand même été extrêmement pathologisant depuis le début, c'est-à-dire qu'on n'a surtout pas pensé l'érotisme en réalité. On est parti d'un présupposé que la reproduction, c'était la norme. Et puis on a construit tous nos critères de paraphilie en fonction de ce qui n'était pas reproductif. C'est que très récemment, avec l'OMS, qu'on a changé le focus, puis qu'on s'est dit ce qui va pas, c'est ce qui n'est pas consenti. Mais c'est difficile quand même d'enlever 100 ans de représentations qui ont complètement traversé le champ, mais qui ont aussi eu un impact complet sur toutes les personnes, sur aussi toutes les personnes des diversités sexuelles, de genre et d'érotisme et de relations, parce que leur vie sexuelle était déjà d'emblée pathologique. Donc premier travail, autoréflexif, sur quel est notre rapport à l'érotisme et quelles sont nos théories. Puis deuxième travail, dépasser cette barrière-là et la honte qui va avec. Mais une honte qui est intéressante parce que il me semble que de plus, nous, sujets contemporains, occidentaux, on pense que l'érotisme constitue qui on est et que c'est un peu le cœur secret de notre personne. Donc on y met aussi énormément d'enjeux identitaires, relationnels, affectifs. Donc c'est un peu comme le grand secret qu'on va dire. Puis en même temps, quand on dit ce grand secret, on a l'impression d'être extrêmement intime avec les sexologues. Complètement. Merci beaucoup pour cette réponse. Maintenant qu'on a ces bases-là, je vais rebondir sur une autre question pour Gabrielle cette fois-ci. Donc vous, dans votre pratique, vous avez élargi votre pratique du BDSM vers des sexualités qu'on va dire créatives. Donc la question elle est en deux parties. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour vous c'est quoi une sexualité créative? Et ensuite, comment est-ce que ça peut influencer le rapport qu'on peut avoir avec le corps? Alors moi, en ce qui me concerne, je ne suis pratiquante que de BDSM. Désolée pour l'erreur. Non, mais c'est pas grave. Et on était quand même confrontés tous les jours à des personnes qui se sentaient autre chose que BDSM. Et on essayait de leur dire que c'était OK. Et Axel, dans son dernier livre, du coup, Axel de Sade, a élargi ce champ-là à la sexualité créative. Et on a décidé effectivement d'y inclure le tantra, même si c'est assez nouveau et que ça continue d'être controversé là depuis le lancement du pôle tantra. On y a mis effectivement le libertinage, on y a mis le polyamour, on y a mis
plein de curiosités sexuelles qui peuvent définir les gens, ou en tout cas un petit peu moins les définir, mais faire partie de leur vie. Parce qu'on peut considérer que si le BDSM est une philosophie, d'autres choses peuvent effectivement le devenir, et que le libertinage peut décider de se vivre d'une façon un petit peu plus ancrée et plus philosophique et moins dans la consommation, et que du coup des personnes peuvent s'épanouir dedans. Donc ça fait partie des sexualités créatives, en tout cas pour nous. Voilà, je sais que c'est pas partagé par beaucoup de monde, mais c'est pas très grave. Le shibari également. En fait, tout ce qui va être un questionnement sur son érotisme ou sa sexualité ou son envie d'exploration, de fait, peut être mis dans les sexualités créatives, parce que c'est le cerveau qui va prendre le dessus, et que c'est intéressant de se poser. Et tout ce qui est non pénétratif est également dans les sexualités créatives. Et il faut le répéter en fait aux gens, que oui, du sexe sans pénétration, c'est quand même du sexe, et que c'est pas moins bien, c'est pas mieux. C'est juste dans la sphère des sexualités créatives, et il y a plein de choses intéressantes à faire et à découvrir. Donc nous, c'est notre postulat, même si moi, effectivement, je ne suis que BDSM. Je me suis intéressée au libertinage pour organiser des conférences, des choses comme ça. Je sais que ça ne me parle pas. Le tantra, c'est pareil. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne me parlent pas, mais je décide quand même de les inclure dans un champ de communication. Pas forcément d'expérimentation pour ma part, mais au moins de me dire que c'est intéressant d'échanger avec toutes ces personnes qui ont envie de construire quelque chose d'intelligent autour du désir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. J'enchaîne avec une question pour tout le monde, cette fois-ci. Selon vous, les normes... Bon, on en a un petit peu parlé ce matin, donc on n'est pas obligé non plus de... Enfin, c'est comme vous le sentez. Les normes représentent-elles une limite ou un repère en termes d'érotisme ? Faut-il absolument s'en émanciper ? Alors, je trouve la norme intéressante dans la mesure où ça fait partie d'une construction, et que s'il n'y a plus de normes, on peut considérer que peut-être tout est OK à n'importe quel âge, peu importe son vécu, peu importe à quel moment on en est dans sa vie et dans la construction de ses désirs. Et du coup, la norme est là justement pour qu'on s'en émancipe à un moment donné si on a envie de le faire. Mais plein de personnes sont aussi OK avec l'idée d'avoir une sexualité, je vais dire vanille, c'est pas péjoratif, mais c'est quand même aussi très bien. Et si on oublie cette notion de norme et du coup encore au-dessus de transgression, ça veut dire qu'on normalise absolument toutes les pratiques. Or, toutes les pratiques ne sont pas faites pour tout le monde. On peut en avoir le désir, mais en tout cas ne pas encore être construit pour les vivre. Et la notion de normes, de frontières, de ce point de vue-là, est intéressante. En revanche, je pense que s'il y a des normes à déconstruire absolument, ça va être les normes de genre, ça va être les normes pénétratives, des choses où, à un moment donné, c'est des normes un petit peu plus sociétales. Et là, je trouve ça intéressant que ça change en fait de plus en plus vite. On n'a pas besoin d'attendre 40 ans pour que ces choses-là changent. Quelqu'un qui démarre son éducation sexuelle peut aussi la démarrer avec des normes beaucoup plus mouvantes, voilà, et beaucoup plus 2025. Ça serait bien. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, je suis absolument d'accord à peu près avec tous les mots qui ont été prononcés par Gabriel. Je pense effectivement que cette idée de norme, c'est un point de départ. En fait, c'est une espèce de cadre originel à partir duquel chacun et chacune est libre de sortir ou pas. Et par les voies qui lui semblent les plus adaptées. Enfin, et je trouve que c'est vraiment justement les approches de sexualité créative dont parlait Gabriel tout à l'heure sont vraiment très intéressantes pour ça, parce qu'elles permettent justement de s'émanciper de cette norme. Enfin, on revient à ce mot d'émancipation, mais d'en sortir, ou en tout cas de ne pas se limiter à elle. Je crois que c'est vraiment ça. La norme ne doit pas être une limite. La norme, elle est un cadre, et voilà, il faut réussir à... Si on en éprouve le désir, il n'y a pas eu d'obligation non plus à s'affranchir de la norme, mais c'est quand même quelque chose de relativement, effectivement, qui pose aussi quand même
frontières là où... là, vraiment, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu as dit sur cette idée de tout n'est pas possible pour tous, tout le temps. Même si parfois on nous dit le contraire. Ouais. Même si parfois dans les magazines, on va même si effectivement parfois on va nous faire croire qu'une émancipation sexuelle totale peut être bénéfique, parfois c'est juste pas le moment en fait. Et ça prend du temps de sortir de la norme, ça prend pour le vivre bien et pleinement et en toute conscience, et ne pas se retrouver abîmé par des mauvaises expériences avec des mauvaises personnes dans des moments où au final c'est pas trop choisi, mais on nous a fait croire que fallait le faire. Donc je trouve la norme intéressante pour ça. Je suis un peu d'accord avec vous. Hein. Non, vraiment, c'est pas drôle. Alors, j'essaie de dire des trucs. Et puis, j'ai peut-être envie de dire deux choses. La première, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Peut-être je vais proposer le concept qui vient de popper maintenant. Hein, j'y avais pas pensé avant, mais c'est la norme. De toute façon, c'est complètement illusoire de dire qu'il n'y en aura pas. Hein, elle va juste se déplacer. Hein, mais peut-être que l'érotisme, c'est le plaisir de transformer la norme aussi. Et donc, cette part très, très créative de nous qui est là. Puis, on en a parlé un peu tout au long de la journée. Il n'y a pas tout qui nous excite. Et tout ce qui nous excite, c'est quand même lié à des choses qui sont chez nous des enjeux. Sinon, ça nous laisse complètement de marbre, si ça ne nous touche pas. Et comme ce que tu dis, effectivement, tout n'est pas pour tout le monde. Et les pratiques, elles visent à faire de l'effet. Elles visent à créer de l'émotion. Elles visent à créer de la sensation. Et il y a certains terrains où on ne peut pas aller. Et peut-être l'important, c'est de savoir c'est où notre limite, où on ne peut pas aller. Dans la limite du consentement, on a peut-être un plus ou moins grand possible d'exploration, mais on a chacune des zones où ça vient toucher. Peut-être à ce moment-là, peut-être que dans 10 ans, c'est différent. Avec une autre personne, c'est différent. Dans un autre contexte, c'est différent. Mais ça peut venir toucher des choses qui peuvent être trop dur à supporter pour là où on en est. Donc effectivement, je pense au BDSM qui est un peu la pratique paradigmatique, qui a beaucoup fait évoluer la pensée sur l'érotisme. Ben oui, elle vise à quand même créer des subspaces, des états d'émotion et d'émotionnalité qui ne sont pas anodins. Mais c'est ça leur beauté. Exact. Merci beaucoup pour vos réponses. La question de la norme, elle rejoint aussi parfois la question des représentations. Donc, j'ai une question plus spécifique pour Didier. Vous avez écrit et étudié sur les représentations des sexualités LGBT et des personnes vivant avec le VIH à l'écran. Comment les images participent-elles à modeler ce qu'on pense possible, désirable, légitime en matière d'érotisme ? Je crois que cette question de l'image, de la représentation, c'est la question du modèle qui se repose systématiquement. Alors, moi, j'ai tendance à dire, au-delà de la question de l'érotisme, mais pour les personnes LGBTQI, les personnes queer, c'est sans doute la seule minorité qui ne naît pas, ou de façon très, très marginale finalement, dans un groupe. C'est-à-dire que si on est une personne racisée, si on est une personne juive, on est dans une filiation, dans une transmission, dans un héritage, dans un partage de connaissances. Quand on est une personne LGBTQI, on se reconstruit. On doit à chaque fois reconstruire son histoire, reconstruire une mémoire, reconstruire un parcours, reconstruire beaucoup de choses. Inventer, trouver les outils, apprendre à se servir de ces outils. Et pour la question de l'érotisme, c'est la même chose. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai. Et en tout cas, notamment pour l'érotisme LGBTQI, qui est quand même celui sur lequel j'ai quand même un peu plus de connaissances que sur d'autres. Je pense que cette question des représentations, elle est fondamentale parce qu'elle offre ces modèles que la filiation, ou en tout cas l'héritage ou la transmission d'une génération à l'autre n'offre pas. Et donc, ces images, quand elles sont déformées, quand elles prennent des chemins, comme on peut voir aujourd'hui un certain nombre de choses sur Internet, des pornographies extrêmement violentes, qui sont offertes à tous les regards, je pense qu'elles offrent des modèles aussi qui sont extrêmement difficiles, dangereux,
je ne sais pas si le mot dangereux est le bon, mais en tout cas qui pose cette idée de norme dont on parlait tout à l'heure, qui la déplace tellement, qui offre des modèles qui sont tellement loin de ce que pourrait être une norme communément admise, que là, oui, je trouve qu'il y a des dérives. Donc cette question de la représentation du modèle, elle est extrêmement fondamentale. Quel que soit le type de film ou de littérature, finalement, parce que les choses se rejoignent, auxquelles on s'attaque. Et donc, je parlais tout à l'heure, je disais, pour la collection que je dirige, il y a la volonté de proposer des types de représentations, des types de pratiques, des types d'écriture extrêmement diverses. Je pense que c'est aussi cette volonté-là d'offrir des modèles de sexualité, de pratiques sexuelles, de fantasmes, de désirs, de tout ce qu'on veut, qui sont très différents les uns des autres, où chacun et chacune peut trouver, oui, ces espèces de modèles que j'appelle de mes voeux, parce que je sais à quel point c'est douloureux pour des jeunes gays, des jeunes lesbiennes, des jeunes personnes trans de se construire à la fois dans leur identité, mais aussi dans leur sexualité, justement par cette absence ou ces représentations totalement biaisées. Je pense que c'est très important que depuis quand même maintenant quelques années, voire quelques décennies, des auteurs, des autrices venant des communautés LGBTQI aient pris en charge leur propre représentation. Ça change absolument tout. On parle du female gaze, voilà, il y a gay gaze, il y a lesbian gaze, il y a trans gaze, qui sont effectivement essentiels pour la construction des identités et des sexualités et des érotismes. Tout à fait. C'est vraiment riche en fait d'avoir ce point de vue-là culturel sur toutes les représentations qui peuvent exister. Là, on est sur la surface, on évoque des choses, mais ça ouvre tout un champ de possibilités. Et moi, ça me pose aussi la question de la diversité des expériences des personnes. Certains qui voient plusieurs représentations de ce qu'est l'érotisme, d'autres qui n'en voient très peu, et où on peut soit avoir une absence ou bien se perdre dans les possibilités. Et ça m'amène à la prochaine question qui est pour Denise, sur en clinique, quand on accompagne des gens, comment accompagner des personnes sur l'érotisation, c'est un long mot en fin de journée, de son propre corps et ou du corps de l'autre. C'est encore une fois, c'est des questions, c'est vraiment un exercice de synthèse qu'on vous demande. Bon, déjà, on part pas tous du même point. Si je reprends ce que vous venez de dire, effectivement, on n'a pas tous eu le même accès à être un agent de sa sexualité et de son érotisme. Donc, ça va être assez différent de travailler avec des hommes cis, hétéros, qu'avec tous les autres. Et puis, si je veux parler des personnes féminines, une première chose, c'est d'exister comme agent. Quand la première perception qui est faite aussi dans toute la pornographie, c'est celle d'être un objet. C'est surtout celle d'être l'objet du désir de l'autre, puis exactement un peu la même chose pour les personnes trans, d'ailleurs, même histoire. Qui sont érotisées depuis plus récemment, et ça c'est un truc c'est assez intéressant de voir dans l'histoire culturelle de l'érotisme. C'est très daté le début de l'érotisation des personnes trans dans l'espace pornographique, et puis ça a fait un boom quand même. Donc moi je trouve ça très 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 questionnant sur l'érotisme hétéro-cis, mâle. Non mais c'est très mobile tout ça. Donc, comment on va commencer à travailler l'érotisme du corps ? Je pense que c'est l'érotisme en général, tout court. C'est déjà pouvoir se penser comme agent de sa sexualité. Et effectivement, pouvoir être agente de sa sexualité, c'est des niveaux différents. Et le premier niveau, c'est vivre dans une forme de corporéité, c'est-à-dire être dans une conscience d'un soi corporel, ce qui déjà, pour une partie des personnes qu'on voit en clinique, est complètement de l'ordre de la science-fiction. Quand même, beaucoup de notre clientèle a vécu des expériences traumatiques, certaines assez lourdes et certaines très répétitives, dont
une des conséquences est d'être dissocié ou de se dissocier dans certains contextes. Souvent des contextes qui rappellent quelque chose, donc il y a une énorme absence à soi. Donc déjà rentrer dans ce corps qui existe, c'est une première étape. 2, c'est se connaître dans sa subjectivité sexuelle, et puis ça prend beaucoup de choses. C'est le genre aussi. Quels sont mes genres, mes possibles de genre, mais quels sont aussi mes possibles d'érotisme, de sensations. Donc c'est une énorme exploration qui va prendre tout l'espace de la thérapie. Mais après, c'est pas tout. C'est qu'il va falloir aussi être capable de s'affirmer dans ses désirs et de les accepter. Ça reprend un peu ce qu'on a entendu à la conférence. Mais oui, il y a ces 3 étapes-là. Puis après, il n'y a pas juste à s'affirmer, il y a être capable de les négocier dans l'espace interpersonnel. Et puis des fois, c'est pas possible. Quand même, j'aimerais quand même rappeler qu'il y a des contextes dans lesquels s'affirmer, c'est dangereux. Et puis, dans ce cas-là, peut-être le travail thérapeutique, c'est pas s'affirmer, c'est comment gérer le danger, comment savoir quand se mettre à l'abri, comment savoir comment négocier. Je pense, par exemple, aux femmes trans, dans certains contextes. Ouais, c'est pas toujours facile de s'affirmer. Puis parfois, ça peut être plus important de savoir se mettre en protection. Et puis c'est qu'après que je pense on peut atteindre ce qu'on appelle le great sex, c'est que ça va prendre la mutualité. Puis ça, je pense, c'est un concept qui me tient beaucoup à cœur et dont l'idée a émergé, notamment aussi sur des travaux qu'on menait sur le plaisir, qu'une de mes étudiantes faisait, parce qu'elle travaillait sur le plaisir des personnes en position dominante en BDSM, donc qui n'ont pas de contact sur leur corps. Je dis, ça, c'est vachement intéressant. Comment on va étudier le plaisir sans... Parce qu'on pense toujours que le plaisir, c'est corporel. Donc le plaisir non corporel. Ça, plus d'autres travaux, la mutualité, cette capacité de s'attuner à l'autre et de sentir ce que l'autre ressent, et ça, on rentre dans une phase vraiment plus intéressante de la sexualité, mais qui nécessite quand même un énorme apprentissage. D'abord, sentir ce que soi on ressent, puis être à l'aise avec ce qu'on ressent, c'est une prémisse. Et puis après, il y a toutes ces questions existentielles, spirituelles, de la sexualité. On n'a quand même pas du sexe que pour jouir. On a aussi du sexe pour être en lien, pour se dépasser, pour toucher quelque chose de l'ordre du divin pour certaines personnes, du plus grand pour d'autres. Donc je pense que c'est tout un programme de thérapie qui peut durer un certain temps. Merci beaucoup, Denise. Parfois, c'est des questions spécifiques, mais je vous invite à réagir quand vous voulez. N'hésitez pas à prendre la parole, même pendant les questions spécifiques. Alors maintenant, on avait quelques questions sur les espaces d'expression des érotismes et les enjeux sociaux aussi. Une question pour Gabrielle. Concernant ces espaces d'expression, comment créer des espaces d'expression des érotismes et quelles sont les contraintes et les enjeux autour de ces espaces ? Merci. Alors moi, je verrais les espaces liés aux érotismes. Ça peut commencer par une chambre, en fait. Vous voyez, cette idée d'une chambre à soi. Et c'est parfois par là qu'il faut commencer avant d'imaginer ou de proposer aux personnes qui peuvent en avoir besoin d'aller réellement dans un espace qui serait dédié à l'exploration érotique. Voilà, ça commence par soi, par sa chambre et par un livre, par des communiquer avec des gens avec qui on se sent en sécurité et avec qui on se sent en bienveillance. Et pour moi, l'espace peut devenir ensuite complètement universel. Donc tout peut déclencher de l'érotisme et tout peut devenir un terrain d'exploration ludique pour l'érotisme tant qu'il y a de la bienveillance et une sensation de sécurité. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'espaces de jeu qu'on peut voir émerger sur Instagram, et c'est bien, qui sont souvent sexpo, qui sont là pour la découverte. C'est bien, donc des espaces de découverte, il peut y en avoir tous les week-ends. Voilà, c'est quasi illimité.
L'érotisme, en revanche, là je parle de découverte ancrée dans son corps. Il va y avoir beaucoup plus d'espace, je trouve, érotique, en représentation érotique, ensuite absolument partout, tous les jours, tout le temps. Et moi, je ne le vis pas de la même façon, c'est-à-dire que ça peut très vite m'agresser d'être submergée d'érotisme tous les jours, alors que je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai pas sollicité, je ne l'ai pas cherché, et que du coup, il ne peut y en avoir aucune réflexion intéressante, parce que c'est trop. Il y a cet enjeu que moi je ressens aujourd'hui, et pas seulement parce que je travaille dedans, où tout doit avoir une plus-value érotique. Voilà, je trouve que ça perd un petit peu de sens. Ensuite, l'enjeu, pour moi, ça va être la libération. Il y a eu la libération de la parole. Peut-être que là, on va voir quelque chose arriver ces prochaines années avec une libération perpétuelle du corps. Et l'enjeu se trouve là, et je pense que chacun, chacune, vous êtes plus dans le soin que moi, mais je pense que ça va émerger et vraiment changer totalement la façon d'imaginer son couple, d'imaginer sa sexualité, de le vivre, parce qu'il va y avoir des propositions de plaisir érotique ou d'imaginaire érotique absolument partout autour de nous. Peu importe son genre, peu importe son identité, peu importe sa construction, mais on sent quand même aujourd'hui que quelque chose est en train de se créer par rapport à ça et que le changement a commencé. Donc je pense que l'enjeu va être de voir émerger des nouveaux plaisirs et des nouveaux désirs et de plus en plus de personnes qui s'affirment dans leur érotisme. J'espère. Merci Gabrielle. Ça fait une super transition pour la prochaine question pour Didier. Pourquoi certaines formes d'érotisme continuent-elles d'être perçues comme menaçantes pour l'ordre social ? Ça, c'est la question. Je crois que toutes les formes minoritaires, qu'elles soient érotiques ou pas, constituent ou sont perçues comme des menaces pour l'ordre social. Et l'érotisme, la sexualité, au moins autant que d'autres, voire plus que d'autres, sans doute plus que d'autres. Il suffit de voir ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui avec les attaques qui sont faites vis-à-vis des personnes trans, vis-à-vis des identités, quelles qu'elles soient. Enfin, bon, c'est difficile d'imaginer à quel point la sexualité, les sexualités minoritaires sont aujourd'hui, oui, des remises en cause totales de l'ordre établi. Mais ça a toujours été le cas. Enfin, ça a pris des formes extrêmement diverses et ça a pris des proportions très, très différentes. Mais je veux quand même rappeler qu'il y a encore 40 ans, en France, enfin un peu plus de 40 ans, 45 ans aujourd'hui, quand il y a eu ce qu'on a appelé la dépénalisation de l'homosexualité, de façon assez fausse d'ailleurs, c'est pas du tout une dépénalisation de l'homosexualité qui n'avait jamais été criminalisée en France depuis la Révolution, mais qui était le fait de ramener à un âge de consentement égal pour les personnes homosexuelles et pour les hétéros. Voilà, c'était simplement ça qui est arrivé en 1982. C'est énorme, mais c'était d'abord ça. Mais il y a quand même eu aussi, au même moment, quelques mois auparavant, quand la gauche est arrivée au pouvoir, l'une des premières mesures du ministre de l'Intérieur, ça a été de dissoudre la brigade des parcs et jardins qui allait dans les parcs et jardins parisiens pour traquer les homosexuels qui draguaient dans les fourrés, dans les pissotières, etc., etc. Donc, cette menace de l'ordre établi, de l'ordre social faite par les sexualités minoritaires, elle est permanente, elle prend des formes différentes. Et je voudrais juste rebondir pour poursuivre sur ce que disait Gabrielle, sur le fait que c'est formidable aujourd'hui qu'il y ait ces espaces de jeu, ces espaces de sexualité safe, consentis, mais il y a quand même aussi en parallèle cette disparition des lieux de sexualité extérieurs qui ont été très
très important pour plusieurs générations, notamment d'homosexuels, et qui aujourd'hui sont totalement en voie de désertification, disparition, et qui permettaient à des gens qui n'étaient pas dans des sexualités, en tout cas qui ne se reconnaissaient pas dans ces sexualités, d'avoir quand même une pratique sexuelle. Et je pense que là, il y a une déperdition de quelque chose qui a eu lieu, cette façon dont la sexualité finalement a été chassée de l'espace commun, de la sexualité minoritaire en tout cas, a été chassée, mise à l'écart de l'espace commun, qui dit quand même quelque chose de la façon dont ces sexualités, dont ces érotismes aussi sont considérés, sont vécus par beaucoup, par les pouvoirs publics, comme notamment, mais aussi par la société, une bonne partie d'entre elles, comme une menace. Je peux continuer? Oui, puis il faut qu'on mette ça en perspective avec 2-3 éléments. Le premier, c'est que ce qui est considéré comme minoritaire est très mouvant dans le temps. Et puis, on a vu ce matin avec votre étude comment les normes se sont déplacées. Mais si on va plus loin puis qu'on reprend un peu la première étude comportementale qu'on a de Kinsey, et si on se rend compte, par exemple, la fellation et même le baiser avec la langue, c'était pas courant. La fellation, c'était rare. La sodomie, c'était hyper rare. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Donc, il y a la norme, elle change beaucoup. Puis, sur le pourquoi maintenant, je trouve quand même que ça pose une question vraiment très intéressante. Parce que c'est vrai, de tout temps, les sexualités minoritaires ont bousculé la norme. Mais pourquoi, depuis quelques années, il y a une telle montée de la fachosphère contre ça? Est-ce que c'est vraiment la sexualité leur problème? Je suis pas sûre. Je trouve que c'est un peu bizarre. Tout comme il y a un facteur quand même que si on croise les domaines, moi je suis assez pessimiste sur quelque chose, c'est que je travaille quand même beaucoup avec des jeunes, fin de l'adolescence, jeunes adultes, et ce que je vois, c'est pas la question sexuelle qui me frappe tant que ça, que l'anxiété généralisée. Et l'anxiété généralisée, c'est pas tellement un inducteur de plaisir, de désir et d'érotisme. En fait, les personnes passent plus de temps à diminuer cette hyperactivation anxieuse et il n'y a pas du tout vraiment d'espace d'exploration parce que l'énergie, elle est complètement avalée dans cette anxiété. Et je suis frappée, moi ça fait quand même 30 ans que je fais de la clinique, j'ai jamais vu ça. Ce niveau d'anxiété-là aussi généralisé. Et je trouve ça très inquiétant, en fait, pour l'érotisme et pour tout le monde. Merci beaucoup. On va peut-être passer, s'il y a des questions dans la salle, on va peut-être passer à l'instant questions. On a encore un peu de temps. Je vais peut-être aller passer le micro si je vois. Alors. Est-ce que quelqu'un a des questions pour les intervenants, intervenantes? Peut-être dans le chat, sinon, s'il n'y a pas de questions. Ah. Bonjour. Vous avez parlé du coup de l'anxiété liée donc aux formes de désir. Je me sens particulièrement touchée en tant que jeune adulte. Selon vous, ça a quoi comme conséquence exactement l'anxiété et c'est quoi les conseils en fait pour cette génération finalement qui arrive? Comment est-ce qu'on fait avec ça? Et enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a des moyens d'aborder ça? C'est foutu. Ça soulève beaucoup de questions. Pourquoi cette anxiété si fréquente? Parce qu'elle est très fréquente. Comment on fait? Je ne sais pas vous ici en France, mais moi je trouve qu'en Suisse on prescrit beaucoup en ce moment. Je veux dire, c'est la vague d'or des antidépresseurs parce que c'est mieux que les anxiolytiques quand même. Ça a un petit effet anxiolytique, ça rend moins dépendant. On pourrait avoir plein d'hypothèses sur le pourquoi, mais le comment, je pense surtout que ça a aussi un impact sur... parce que l'érotisme, il y a cette fonction-là, un petit peu le jeu de la modification de la norme, c'est déjà une réappropriation, c'est déjà de la gentilité. Et là, on est en deçà de ça, on est juste à essayer de survivre dans le monde sans être en souffrance, parce que
L'anxiété, c'est un sentiment vraiment dégueulasse. C'est un sentiment où votre corps se replie sur lui-même. Je veux dire, ça vous empêche de respirer, ça vous empêche de vivre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Bon, c'est plus long encore que l'agentivité sexuelle, hein, je crois. C'est un long travail pour en sortir. Et peut-être des fois, on n'y arrive pas sans aide aussi. Hein. Ouais, surtout, on n'y arrive pas beaucoup sans aide. C'est vraiment difficile. Je suis désolée de ne pas avoir de réponse simple sur l'anxiété. Merci. Est-ce que pour vous, l'érotisme est salvateur? Et si oui, est-ce qu'on ne lui met pas une pression supplémentaire? C'est pour moi? Qui vous voulez. Moi, je suis de la religion, l'érotisme est salvateur. Mais j'avoue que chacun c'est pas forcément obligatoire. Oui, je suis un peu de la même religion. Je pense qu'effectivement, le fait de se confronter justement à cette norme, et qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, qu'on en fasse ce qu'on veut, je trouve que c'est effectivement très salvateur. C'est déjà en avoir conscience. Qui est le premier pas. Si c'est juste se contenter, c'est pas très intéressant, mais à partir du moment où on a conscience qu'il y a une norme et que soit elle nous convient, et ben très bien, soit elle nous convient pas et on essaie d'autre chose. Moi, je reviens à cette histoire de transmission. Je reviens aussi à la communauté LGBTQI, mais cette histoire de transmission qui ne se fait pas à tout niveau, elle induit aussi une notion de bricolage, une notion de tâtonnement dans ces recherches d'identité, d'histoire et de sexualité et de désir et d'érotisme. Et c'est ce que je trouve vraiment très intéressant, cette réinvention obligatoire finalement par chacun et chacune d'entre nous de ces normes, de ces limites, de ce dont on a envie ou pas. Et je trouve qu'il y a là, dans les communautés LGBTQI, une forme de créativité ou d'obligation de créativité, parce qu'on part de pas grand-chose d'existant, ou en tout cas, à part le mot enculé quand on est à l'école, on n'a pas énormément de perspectives. Donc à partir de là, je trouve qu'il y a cette obligation-là de réinventer, de recréer, de chercher. Ça ne veut pas dire trouver, ça veut dire chercher. Alors, je pense également que l'érotisme est salvateur. On a un artiste qui nous a parlé il y a assez peu de temps d'un mouvement qu'il est en train de créer qui s'appelle le méta-érotisme. Et il nous a expliqué ça avec lui il dessine, donc il y avait beaucoup d'illustrations qui étaient beaucoup plus pornographiques qu'érotiques, mais moi ça me va, j'ai pas de souci avec ça. Mais il a envie en fait dans ce mouvement-là que beaucoup de personnes le rejoignent, et l'idée c'est de créer un acte érotique dans sa vie de tous les jours. Ça peut être un acte pour soi, ça peut être un acte pour son conjoint ou sa conjointe. Ça peut être une toute petite chose, d'écrire un mot qui concerne le désir sur un post-it et de le mettre sur le frigo. Mais c'est de rester connecté à soi et à son désir ou à son non-désir, parce qu'on a le droit aussi. Et le non-désir peut être quand même dans la vie érotique, en fait. Et il avait envie que beaucoup de personnes le rejoignent dans ça, et je trouve qu'il y avait à la fois de la poésie, à la fois un espèce de néo-érotisme 2025 qui peut se construire avec plein de monde et avec plein de petits gestes dans la vie, et qui nous connecte à la vie. En fait, c'est ça. Donc oui, pour moi, c'est vraiment salvateur, parce que tant qu'on est connecté à ses envies et à la vie, tout va bien. Même s'il y a du stress, même s'il y a d'autres choses, mais tant qu'il y a cette petite part de connexion ou de lien, a priori, ça peut sauver le reste, en fait. Oui, puis l'érotisme, je pense que c'est un engagement, parce que, comme fait ton artiste, si tu élabores pas, c'est ça, c'est une anticipation, quand même. Si tu n'y penses jamais, ça n'arrive jamais. Il n'arrive pas tout seul, sauf de très rares cas et pas longtemps. Oui, c'est un engagement envers soi et envers cette envie d'être vivant. Ouais,
J'aimerais savoir de quelle manière on accompagne les personnes pour qui il y a une érotisation des vécus structurants et notamment des violences. De quelle manière on les accompagne pour que ce soit salvateur, d'après votre clinique? Je pense que la première chose, c'est qu'elles puissent se sentir comme elles ne sont pas anormaux. C'est-à-dire, et comprendre que, justement, moi, ce que j'explique souvent, de façon un peu détournée, comme ça, un peu naïvement, en disant « Ah, ça arrive souvent, vous savez, l'érotisme, pour moi, c'est une chose qui te sauve, qui te permet de transformer quelque chose, et puis c'est la preuve qu'en fait, on a de la créativité, puis qu'on a envie de vivre. » Enfin, recodifier, en fait, parce que les personnes, c'est vrai que on peut l'observer dans la clinique, ça arrive très souvent que des personnes qui ont vécu des choses très difficiles, soit érotisent la même chose ou quelque chose de similaire, soit érotisent l'autre position. Pour moi, c'est vraiment un acte de résilience. Donc le connoter comme un acte de résilience, ça change tout, parce qu'au départ, elles pensent presque toujours qu'elles sont complètement perverses, anormales, c'est horrible. Et donc c'est le poids de la honte. Puis pour y arriver, le poids de la honte, c'est pas facile à travailler, mais je parle souvent comme si c'était pas elle. Je ne demande même pas ce qu'elles pensent. Je leur dis, vous savez, ça arrive souvent. Hein. Moi, j'ai remarqué que, moi, je parle toujours un peu. Je me mets beaucoup en scène en thérapie. Je m'invente des personnages comme ça, puis comme ça, je ne parle pas directement, mais je le dis quand même. Et ça a un impact énorme, parce qu'à partir du moment, le message, c'est « Ah, je ne suis pas la seule personne à être comme ça », et 2, ah, c'est pas parce que je suis un problème, mais c'est parce que je suis une solution. Le poids de la honte tombe. Et finalement, la puissance obsessive de ça diminue beaucoup aussi. Parce que l'obsession est beaucoup liée au fait que tu as honte et que tu te l'interdis. Ça prend tout le champ de conscience, parce que ça tourne en boucle, puis tu te le réactives. Ah, faut pas que j'y pense. Hein. Ça, c'est la meilleure manière de y penser tout le temps. Et donc, quand on fait déjà diminuer ce poids de la honte, on fait aussi diminuer l'obsessivité. Et puis les choses prennent souvent leur cours ensuite, finalement. Je ne sais pas, Sylvie, il y a déjà des gens qui ont une question ou... Ah, il y a une main levée. Ça va être à vous. Moi, je me demandais, parce que il y a un moment, ça a été dit justement, difficile d'enlever 100 ans de représentation, donc plutôt dans le milieu culturel de l'érotisme. Et c'est un peu, je ne sais pas trop comment formuler mon questionnement, mais c'est notamment la question de la culture du viol, en fait, aussi dans le milieu culturel, et comment, quand on accompagne une personne, pouvoir différencier aussi ce qui est de l'ordre de l'érotisme et ce qui est de l'ordre de la construction sociale, de la construction du schéma de la personne, notamment par rapport à la culture du viol et les représentations qui sont quand même, qui sont dues à la culture du viol. Je ne sais pas si c'est bien. Bon. Là, je vais faire psychosexologie féministe. Ça a l'air que ça prend 2 minutes, mais en fait, ça s'étale quand même sur un long moment. Quand les personnes, je pense, parce que peut-être c'est pas la même chose, la culture du viol intériorisée par un homme cisgenre hétérosexuel comme forme d'érotisme, que le viol vécu par que le viol vécu. Mais dans le viol vécu, ce que j'ai observé quand même souvent chez les personnes, c'est d'abord il y a la honte, on n'en parle pas, puis après ça arrive à la conscience, puis après si j'ai vécu ça, les théories parce que tout le monde essaie de s'expliquer. Hein. Les premières théories, c'est ma faute parce que ci, parce que ça, puis ensuite ça lève dans ma famille toutes les femmes, gna. Puis moi je pense qu'après il y a une autre étape vraiment importante quand les personnes sont prêtes, c'est non, c'est ni vous ni votre famille. C'est la culture du viol. C'est-à-dire que c'est une réalité sociale vécue par beaucoup de personnes et dans laquelle nous sommes tous partie prenante de ce système-là. Et donc, prendre la distance avec ce qui ne nous appartient pas comme personne, mais ce qui nous appartient comme société, dans une dernière étape
déresponsabilisation, parce que ce qui est fou, c'est que quand on dit qu'il faut que la honte change de camp, mais il faut que la responsabilité change de camp, surtout. Mais par contre, il ne faut pas faire ça tout de suite. Il ne faut pas du tout aller là dans les premières séances, parce que si tu y vas dans les premières séances, tu donnes le message que ce n'est pas grave. Même si ce n'est pas ce que vous voulez dire, c'est ce qui va être entendu. Ça prend un build-up. Ça prend un build-up de confiance dans la relation, ça prend un build-up d'agentivité chez les personnes. Il faut en thérapie, le timing, c'est tout. Hein. Pas trop vite avec ça. Trop vite, c'est contre-productif. Mais par contre, c'est une étape qui est importante. Parce que moi, je pense aussi que la militance et la politisation, c'est l'empowerment. Et donc, il faut aussi politiser la clinique. Pas en engageant à être politique à chaque seconde de notre intervention, mais toutes nos interventions, elles visent quand même à situer les difficultés, puis la manière dont on les voit, ça va être aussi la manière dont elles seront reçues. Donc, tu vois, je n'ai pas de processus exact, mais ça prend un peu ce timing-là. On a le temps pour une dernière question. Je peux juste rajouter une chose. Allez-y, bien sûr. Vraiment très rapidement. Parce que dans culture du viol, il y a le mot culture. Et c'est un mot qui quand même résonne quand même beaucoup avec moi, ce que sont mes pratiques, pas érotiques pour le coup, mais pratiques. Et je pense qu'effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est très important qu'aujourd'hui, des femmes, des personnes gays, des personnes lesbiennes, des personnes trans, des personnes non-binaires s'emparent des caméras, s'emparent des plumes et créent des œuvres qui donnent des représentations où justement cette culture du viol qui a été ultra dominante, il suffit de regarder n'importe quel film des années 70 ou des années 80 pour se rendre compte à quel point c'est ultra dominant, enfin c'est presque tout le temps, enfin c'est assez hallucinant de se replonger dans n'importe quel film, n'importe quel bouquin et même des émissions de télé quand il y a des débats, enfin on a tous en tête les émissions avec Gabriel Matzneff notamment à Apostrophe, et à quel point cette culture-là a été ultra dominante, voire même hégémonique. Et aujourd'hui, que la culture, enfin prenne ça en compte avec justement cette multiplication des voix et des émetteurs et des émettrices, elle est essentielle. Elle est essentielle. Et ce qui est essentiel aussi, c'est qu'il n'y ait pas uniquement des scénaristes, des écrivains ou écrivaines, des réalisateurs ou réalisatrices qui prennent les choses en main, mais c'est qu'il y ait lieu de pouvoir, de production de ces œuvres, de ces films, de ces livres, soient prises en charge par les personnes concernées. Ça change absolument tout. Et je pense que la culture du viol, elle va être infiniment moins représentée, heureusement, à partir du moment où des personnes concernées, ou des personnes minoritaires, ou prennent en main les choses, et pas seulement d'un point de vue créatif, mais aussi d'un point de vue économique. Malheureusement, en termes de temps, on va arrêter là pour les questions de la salle, mais on a une dernière question en fait pour clôturer cette table ronde qui a été extrêmement riche. Donc, on voulait vous donner chacune la parole pour préparer un message pour la salle. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que les gens gardent comme message clé sur les érotismes, sachant entre autres qu'il y a quand même beaucoup de soignants, de sexologues et de cliniciens dans la salle, mais pas que. Voilà. Donc, si vous aviez un message clé ou un conseil clé à donner, qu'est-ce que ça serait? Sachant qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été évoquées. Ça, c'est la question. Ouais, c'est ça. Après 30 ans de travail sur la fantasmatique avec plein de gens, la culture du viol, c'est pas la fantasmatique la plus dominante. Donc, ça relève d'autre chose que de l'érotisme. Donc je pense, comme ce que tu as proposé, il faut contre-proposer des modèles, en fait. Parce qu'en fait, ce modèle-là, c'est aussi un mythe complet sur l'érotisme. C'est une réalité sociale, c'est pas une réalité érotique tant que ça. J'ai l'impression que vous avez quelque chose à dire. Alors, c'est là où ça devient très compliqué. C'est-à-dire que la culture du viol existe dans les livres, dans la littérature. Enfin,
plus personne aujourd'hui ne peut dire que ça n'existe pas. En revanche, moi, dans la vie de tous les jours, je suis confrontée à énormément de femmes pour qui ça va être un vrai fantasme et qui vont essayer de trouver des biais pour le réaliser. Donc voilà, des possibilités différentes, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Et ça fait 2-3 ans, je trouve, où on a de plus en plus de personnes, quand ils et elles nous parlent de leur fantasme, ça va devenir honteux. Alors qu'avant, c'était pas trop le cas. C'est-à-dire que le fantasme érotique, c'est quelque chose qui n'arrive pas forcément dans la vraie vie, mais en tout cas qu'on peut énoncer, et c'est déjà suffisamment compliqué à verbaliser. Et certaines personnes vont avoir des fantasmes honteux parce que c'est le propre. D'autres vont avoir envie de les réaliser, pas tous. Mais je trouve que sur le viol, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement clivant et d'extrêmement compliqué pour moi. Voilà, en tant que militante, mais en même temps d'être dans l'acceptation de ces fantasmes et de dire tout est ok et ça peut arriver et la réalisation du fantasme peut arriver si du coup c'est quelque chose que tu as vraiment envie de vivre. Donc c'est la pensée limitante en fait de certaines choses devient compliquée à gérer parce que moi parfois je me sens dissociée entre le fait de dire non, ça doit plus exister et on doit déconstruire ce fantasme de viol, mais en même temps d'aider aussi dans ma réalité certaines personnes à se sentir ok et alignées avec ça. Et j'ai pas encore trouvé la solution, mais c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de proposer un livre comme Histoire d'eau en magasin. Et en même temps d'avoir des personnes de 20 ans qui disent « je ne veux pas le lire parce qu'il paraît qu'il y a du viol dedans ». Oui, il y a du viol. C'est aussi un livre qui a reçu des prix, qui est remarquablement bien écrit, qui peut élargir ton champ des possibles érotiques et imaginaires. Et il y a des viols, mais tu es en capacité de lire ce livre et de dire « ça, c'est un truc, je n'en veux pas ». Et il y a d'autres choses, tu diras oui. C'est un livre, c'est une œuvre, et ça me dérange en fait que dans certains livres ou dans certains films, par exemple, ça ne puisse plus du tout exister. Moi, en tant qu'individu, vraiment, c'est quelque chose, ça me dérange. Ça ne veut pas dire que je cautionne, ça veut dire que ça fait partie d'une œuvre, si on reprend Histoire d'eau, écrite par une femme, et que ça existe. Et du coup, on fait quoi de ça ? Si on parle de culture et si on parle d'érotisme, et moi, ça fait partie de mon imaginaire érotique, ce livre, d'autres aussi, mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait ? Et je ne sais pas. Et je pense que c'est la construction des années à venir. Mais moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. C'est une super question. Didier, peut-être Je vais essayer de ne pas renverser les verres pour terminer. Oui, enfin, j'entends très bien ce que dit Gabriel et je pense que c'est assez juste de dire qu'effectivement, une œuvre est une œuvre. Une œuvre n'est pas, même si elle peut offrir des modèles, elle ne doit pas se limiter à une sorte de bien-pensance, quelle que soit la limite, quel que soit ce qu'on met sous ce terme de bien-pensance. Une œuvre, surtout venue du passé, enfin, qui n'est pas une œuvre contemporaine, elle ne peut pas répondre aux critères ou aux normes. On a dit que les normes étaient mouvantes, avaient beaucoup bougé à travers le temps et bougent encore, et heureusement, et sont sans cesse remises en cause, remises en question, détournées, déplacées. Une œuvre d'il y a 50 ans, 60 ans, 80 ans ne peut pas évidemment répondre aux critères de normes telles qu'on les accepte aujourd'hui. Et pour autant, est-ce que ça retire quelque chose à leur qualité d'œuvre, à leur puissance d'œuvre et à la puissance qu'elles ont pu avoir à un autre moment historique ? Moi, je ne pense pas du tout. Je pense que, effectivement, c'est criminel quasiment de bannir une œuvre parce qu'elle ne répond pas à ce qu'aujourd'hui on est en désir ou en volonté d'entendre, d'accepter, de vivre. Je ne trouve pas forcément le bon mot, mais voilà, une œuvre, elle répond aussi à un contexte historique, à un contexte politique, un contexte social, un contexte personnel aussi de l'auteur ou de l'autrice de cette œuvre et de celles et ceux qui peuvent la recevoir. Donc voilà, remettre en cause une œuvre, moi je trouve ça vraiment assez impossible.
Et pour autant, ma position et peut-être que c'est ma position d'historien qui justement me fait dire ça, du cinéma en tout cas, ce que je pense par rapport à la question là de fin, ce que moi j'aurais envie que vous gardiez en tête, peut-être, c'est cette question de l'importance de fournir des modèles, mais des modèles pluriels, quoi. Voilà, c'est vraiment cette pluralité de modèles, ce qui est très contraignant avec la norme, en tout cas c'était le terme de départ, c'est quand on dit la norme, on établit un modèle unique. Or les modèles, ils sont multiples, et chacun et chacune doit pouvoir trouver le ou les modèles érotiques, fantasmatiques, sexuels, d'identité qui lui correspondent le mieux. Et pour ça, il faut une pluralité d'œuvres. Il faut une pluralité d'endroits, une pluralité de pratiques, une pluralité d'accompagnement pour justement faire advenir ça. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Donc, encore une fois, je pense que je parle pour Morgane et moi et tout le monde en vous remerciant vivement pour la richesse des échanges. On peut les applaudir.